Je crois que je vais avoir une crise cardiaque. Notre générique termine comme ça. Je crois que ça reflète très bien l'état psychologique de tous les fans de Dallas Mavericks après ce week-end incroyable, cette bombe atomique, ce tremblement de terre qui est atterri sur la franchise de Dallas. Bien évidemment, on va en parler aujourd'hui. Vous êtes en train d'écouter Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Et je suis avec mes deux acolytes de d'habitude, Quentin et Nico. Salut les gars, comment s'est passé votre week-end? Je vais commencer avec toi, Quentin. Salut Barn, salut tout le monde. Le week-end s'est très très bien passé jusqu'à dimanche matin, évidemment, comme pour tous les fans des Mavs, où depuis on a quand même basculé dans une toute autre phase de notre vie, peut-être même. Enfin, un cauchemar un peu éveillé depuis ce dimanche matin pour moi. Alors on est passé par toutes les émotions. On a commencé par être surpris. On s'est dit mais c'est pas possible. Ensuite on était inquiet, on était triste. Et puis il y a peut-être un peu de colère, je sais pas. Enfin Nico, toi t'en es où là dans tes émotions? Ben moi, écoute, pour plein de raisons pas très intéressantes, j'étais réveillé au milieu de la nuit. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai spammé de messages en disant mais what? Je regardais mon téléphone et je voyais ça en me disant attendez, je pense que je suis pas bien réveillé, j'ai les yeux qui piquent là. Et j'ai dû rafraîchir la page 15 fois. Donc écoute, je suis encore choqué. Encore choqué par la folie Nico Harrison, on va l'appeler comme ça. Bon alors on n'a pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé, mais je vais quand même le dire. Nico Harrison a décidé d'envoyer Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris aux Los Angeles Lakers contre Anthony Davis, Max Christie et un premier tour de draft 2029. Alors, on va dans cette émission se demander pourquoi il a fait cet échange. Est-ce qu'on aurait dû le voir venir? Qu'est-ce que ça veut dire pour la franchise, pour Dallas, pour la ville, pour les fans? Est-ce que Nico Harrison est devenu fou? Et puis, on va quand même se demander si peut-être qu'à très court terme, les Mavs se sont peut-être renforcés. Enfin, on va voir avec tous les trois là. On va essayer de comprendre et de voir ce qu'on peut en tirer. Il y a énormément de choses à dire, donc j'ai pas envie de traîner, j'ai envie de commencer directement avec toi, Quentin. C'est l'émotion, c'est la stupeur. Pourquoi est-ce que Dallas a fait cet échange? Alors, il y a vraiment énormément de choses à dire. C'est compliqué même de trouver un endroit par où commencer. Je vais forcément oublier des trucs et je suis content que notre Nico soit là, parce que bon, pour le coup, Nico Harrison est devenu la personne que je déteste le plus au monde, mais je sais que Nico sera là pour avoir des propos peut-être un peu plus rationnels que les miens, plus pas centrés sur le sportif, parce que pour moi, j'avoue que j'ai encore du mal à me focus sur le sportif de tout ça. Ce qui s'est passé là, enfin ce week-end, pour moi, c'est tout simplement la plus grosse trahison qui peut être fait à une fanbase de la part d'un seul homme. C'est ça le pire, qu'il y a différentes façons de regarder le sport et que on a clairement vu que Nico Harrison ne regarde pas du tout ne regarde pas le sport de la même manière qu'on le fait. C'est-à-dire que le sport, c'est pas une entreprise qui doit faire plus en plus de profit ou quoi. C'est vivre à travers des émotions qui se construisent sur le long terme. Et clairement, lui, on n'a rien à faire de tout ça, malheureusement. Et je pense que je suis pas le seul à le vivre comme ça. J'ai vu sur Twitter, évidemment, que beaucoup sont dans ce cas-là. Et pour prendre un exemple très, très concret, et on pourra... Enfin, je vais vous demander votre avis, évidemment, là-dessus. Mais moi, j'aurais largement préféré 10 ans, 15 ans de Luka Doncic avec nous, des hauts, des bas, des finales de conférence, des finales NBA et 0 titre, que gagner un titre là en juin prochain avec une équipe avec laquelle j'ai peu d'attaches émotionnel. Je sais que c'est fort ce que je dis, je vais approfondir. Voilà, j'aurais préféré largement que Luka continue avec nous jusqu'au bout, même si il n'y avait pas de réussite en termes de titre NBA. Et je vais finir en disant pour l'instant que pour moi, il n'y a aucune comparaison aujourd'hui de trade dans l'histoire de cette ligue, parce que on parle d'un joueur très jeune qui n'a pas demandé à partir, qui sera un futur Hall of Famer et qui est actuellement l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Voilà, il y avait une relation entre des fans qui l'aimaient, un joueur qui aimait sa franchise, et quelqu'un est venu au milieu de ça, interrompre cette relation en n'ayant rien à foutre des deux parties.
Ah, Barnes, t'es en mute là, attention. C'est l'émotion de Barnes sur ce trade. Non, mais je disais qu'il faut dire que Luka n'était pas du tout au courant de ce qui se tramait en coulisses, que lui, il avait projeté de s'installer. D'ailleurs, il vient de s'acheter une maison à Dallas. Et il faut aussi dire que quand on va à l'American Land Center voir les Mavs, il y a des maillots de Luka partout. Tout le monde a un maillot de Luka. Il y a des affiches, il y a des photos de lui partout. C'est pas que un joueur de basket. C'est dans la ville. C'est une icône, c'est en train de devenir une icône. Et honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin, mais est-ce que il allait devenir une plus grande icône que Dirk Nowitzki finalement? Bah, c'est totalement possible. Je sais que là, parmi tous les gens qui écoutent le podcast, on a quand même une majorité de gens qui sont basés en Europe ou en Afrique, donc des personnes pour qui les matchs sont la nuit. La raison pour laquelle on se lève la nuit, c'est pas pour regarder Najee Marshall ou PJ Washington qu'on adore. C'est pour regarder Luka Doncic. La raison pour laquelle on paye un abonnement à l'American Airlines Center, on paye un abonnement à NBA League Pass, c'est Luka Doncic. C'est un investissement sur de nombreuses années qui est sur plein de niveaux. C'est un investissement émotionnel. Je veux dire, c'est ce qui nous rend heureux ou triste. Je veux dire, tous les trois, on a la chance, on est à côté dans nos vies perso, on est quand même plutôt heureux. Mais il y a des millions de fans qui, pour le coup, dans leur vie d'à côté, c'est pas facile, vraiment. Le sport, ça va être le seul truc qui va apporter une note de positif dans leur semaine. Et on leur enlève ça. On investit du temps. On décide de pas sortir tel ou tel soir pour regarder les Mavericks. On investit de notre santé parce que se lever la nuit, c'est clairement pas bon. On investit de l'argent en achetant des maillots, en achetant plein de trucs. Bref, un seul homme a décidé de ruiner l'investissement de très nombreuses années de milliers de fans et aussi des enfants qui sont devenus fans du basket à travers Luka, leur super-héros, etc. Donc oui, pour répondre à ta question, Barnes, il était sur le chemin pour devenir la nouvelle légende de Dallas, ouais. Ce qu'il était déjà. Après, je rajouterai un truc. Moi, je pense que la franchise de Dallas, elle a un truc particulier. Elle a un truc particulier aussi de l'histoire de Dirk Nowitzki aux Mavs. C'est une histoire de continuité. Je pense que ce qui a beaucoup drivé les Mavs, c'est pas forcément les victoires. Enfin, c'est pas une équipe qui malheureusement empile les bannières de champion sur le toit. C'est plus la fidélité de ses joueurs, et Dirk vraiment représente ça. Et l'histoire de Luka Doncic, tout le monde imaginait Luka, ça allait être la prolongation de Dirk. Et quand on dit la prolongation de Dirk, ça veut dire ça va être un joueur qui va ne connaître qu'une seule franchise. Et ce sera Dallas. Dans l'imaginaire de beaucoup, c'était ça en fait. On a trouvé la suite de Luka Doncic. Il est aussi européen, il a été drafté par les Mavs, il va faire toute sa carrière aux Mavs. On se projetait tous là-dessus. Je pense que dans l'imaginaire, c'est aussi pour ça que pour moi c'est encore plus choquant. Tu parles des Knicks, des Lakers, tu vois, c'est des franchises qui sont drivées par un truc, qui est gagner des titres. C'est vraiment ce qui les obsède. C'est plus ou moins de succès accessoirement pour les Knicks, mais c'est drivé par la culture du résultat. Je pense pas que Dallas soit une franchise qui est uniquement drivée par la culture du résultat, et je pense que c'est pour ça que c'est encore plus choquant pour la fanbase, qu'elle soit ici aux États-Unis où moi je suis, mais aussi en Europe, en Asie, en Afrique, un peu partout. Le ressentiment il est encore plus fort à cause de ce côté un peu spécifique pour moi de la franchise. On s'est plaint pendant des années à Dallas que c'était pas un marché qui attirait les joueurs. On s'est dit, mais qui va vouloir venir à Dallas en tant que free agent? Là, on a un joueur exceptionnel, un des 3 meilleurs joueurs du monde, et on le traite comme ça. En plus, l'attractivité de Dallas, du coup, elle baisse. Les autres joueurs, ils se disent, mais jamais de la vie, je vais venir à Dallas, je vais me faire traiter comme ça. On s'est plaint que les joueurs n'étaient pas fidèles à leur franchise. On a fait, tout d'un coup, là, c'est l'inverse. On envoie... on avait la possibilité d'avoir de la continuité et finalement on a cassé ça. Ben on dit, tu sais, que la NBA c'est une ligue qui est drivée par les joueurs. C'est un commentaire qui vient régulièrement, c'est que c'est les joueurs en fait qui définissent un peu leur suite où ils veulent aller et compagnie. Il y a pas mal d'exemples ces dernières années qui ont drivé ça. Là, c'est l'exemple inverse. C'est un mec qui a décidé d'appuyer sur le bouton rouge un soir tout seul et qui a décidé qu'il allait tout changer. Parce que pour lui, il y a plein de raisons, on va revenir probablement sur les raisons après, mais là, c'est vraiment l'inverse de ça. Je ne sais pas si c'est un excès de pouvoir ou il s'est laissé griser par justement ce pouvoir de je peux tout changer, mais wow, quel choc.
on l'a encensé plein de fois dans ce podcast. On a dit, mais Nico Harrison, c'est un génie. Ces dernières années, franchement, il a eu des coups, il a fait des coups notamment sur les trade deadline de mi-saison, qui étaient très bons. La venue de Kyrie Irving, la venue de Washington et de Gafford, le trade de Derek Lively, tout ça, on a applaudi. Et il a construit cette équipe autour de Luka. Mais pourquoi, tout d'un coup, sur un coup de tête, on a l'impression, il décide de tout casser. Toute l'équipe était bâtie, l'avenue de Thompson aussi, était bâtie pour jouer avec Luka. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça fait maintenant presque 7 ans que tous les fans de Dallas, on a cette histoire qui se construit autour de Luka. Et si on était prêt à accepter tous les trades de Nico Harrison, même s'il nous faisait mal, perdre des joueurs qu'on adorait, comme Dorian Finney-Smith par exemple, perdre Brunson, même si c'était pas un trade, mais on était prêt à l'accepter parce que c'était pour faire avancer cette histoire autour de Luka Doncic dans laquelle on s'investit tant. Là, il a juste franchi le truc. Quand on disait entre nous dans le podcast, tous les trois, on est d'accord, on a toujours dit, ouais, on a 100% confiance en Nico Harrison. En fait, ce qu'on disait pas dans la fin de notre phrase, mais parce que ça coulait de source, c'est, on a 100% confiance en Nico Harrison pour construire une équipe autour de Luka Doncic. Ça nous venait même pas à la tête qu'il puisse l'enlever, vu que c'était la raison pour laquelle globalement, on appréciait aussi cette équipe et cette histoire, ces runs de 2022, de 2024, etc. Ce trade, vraiment, ouais, y a pas de sens pour moi. On peut donner n'importe quelle justification sportive ensuite par la suite. En fait, il y a pas de sens. Tous les propos que j'ai eu depuis le début, honnêtement, ils sont valables. Même si on avait fait un trade en échangeant contre Giannis et Cade Cunningham, enfin, je dis n'importe quoi. Même si sportivement le trade avait été excellent, j'aurais eu exactement tous les propos que j'ai eu. C'est-à-dire que il est allé à l'encontre de ce qui fait la beauté du sport, l'amour des fans, etc. Enfin voilà, ça fait des années qu'on se disait le but, c'est aller, si on sera peut-être champion, on verra enfin Luka qui porte un trophée dans les rues de Dallas, etc. Mais là, si on est champion et qu'il n'y a pas Luka, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, il y aura qui? Il y aura Dwight Powell qui va même pas jouer des minutes. Enfin bref, voilà. Moi, je veux juste terminer sur cette partie émotion en disant que très honnêtement, tous les gens qui vont dire là j'arrête de suivre Dallas parce que j'habite pas à Dallas, hein. Vous deux vous êtes un contre-exemple les gars parce que vous habitez là-bas, mais la plupart des gens, 99 des gens qui nous écoutent n'habitent pas à Dallas. S'ils disent qu'ils ont aucune envie de suivre les Dallas Mavericks maintenant, et pas parce que juste je veux suivre Luka, juste parce que ça m'a dégoûté de la franchise, je les comprendrais totalement. De mon côté, je vais juste voir comment ça évolue dans la semaine à venir, si j'ai l'envie honnêtement de continuer à me lever voir les matchs live ou pas, on verra comment ça évolue. Mais voilà, c'est vraiment un moment très 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 dur ce qui se passe honnêtement pour toute la fanbase. Et maintenant, on peut rentrer si vous voulez un peu plus dans la partie sportive. Mais voilà, je voulais juste dire que tout ce que j'ai dit là, c'est valable que sportivement, ça soit une réussite ou pas. Je pense que je retirerai aucun des mots que j'ai dit. Et désolé de vous prendre 90% du temps de parole. Bon alors, vas-y, raconte-nous comment ce trade est arrivé. Qu'est-ce qui a tramé là? Apparemment, ça s'est passé très rapidement. On est sur peut-être quelques semaines. C'est pas très rapidement pour moi, quelques semaines. Hein. C'est malheureusement justement, c'est que ça ressemble pas à un coup de tête. Ça ressemble à plusieurs semaines de tractation et de réflexion. Il y a un moment, tu aurais pu te dire après ces 3 semaines, c'est peut-être une connerie en fait ce que je suis en train de faire. J'aurais pu revenir un peu rationnel, mais malheureusement, ces multiples semaines de réflexion l'ont pas amené à changer de fusil d'épaule et à changer l'approche. Malheureusement. Soi-disant, ça aurait commencé, je crois, autour du 7 janvier, quelque chose comme ça. En tout cas, bref, début janvier, où ils ont commencé à discuter. La chose qui est très très étrange dans cette histoire, enfin, qui en fait fait toute la singularité de ce trade, c'est que il y a eu une discussion que entre 2 hommes, c'est-à-dire les 2 general managers des 2 équipes, avec évidemment l'accord des 2 propriétaires, mais il y a eu aucune autre franchise qui était au courant, aucun insider. C'est ce qui fait que Shams Charania, celui qui est la plus grande source de l'information NBA, a dit qu'il a dû vérifier son téléphone si c'était pas fait hacker, qu'il y croyait pas quand il a reçu l'information. Ce n'est jamais sorti. Nico Harrison voulait Anthony Davis et c'est tout.
Donc, est-ce qu'il voulait plutôt se débarrasser de Luka? Ça, on ne saura pas. Mais en tout cas, il voulait Anthony Davis selon ses dires. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas eu de surenchère. On n'a pas obtenu plus que ça. D'ailleurs, on va en parler. Parce que ça a été un trade entre deux hommes, c'est tout. Des discussions entre deux personnes pendant des semaines pour arriver à ce trade qui change l'avenir de centaines, de milliers de gens, quoi. Après, c'est ce qui est remonté. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais sa justification, c'est de toute façon, c'est une information tellement énorme que je peux pas commencer à essayer de parler à d'autres franchises. Ça va leaker, ça va faire un impact pas possible, et je vais avoir un retour de bâton pas possible des fans. C'est un peu sa justification qu'il a donnée sur la confidentialité absolue des négociations. Bon, mauvaise nouvelle, tu tapes quand même le backlash des fans là. Ah bah. Je rappelle quand même que j'ai pas été moi-même, mais je voyais les images à l'American Air Center avec le cercueil devant la salle des Mavericks. C'est peu dire que les gens étaient vénères, hein. Ils ont perdu 800 000, si ça a un peu de sens, ils ont perdu 800 000 followers là sur Instagram. Enfin, il y a un vent de protestation sur ce qui s'est passé. Je voyais même des images de mariages ou de soirées qui se sont arrêtées parce que les gens avaient appris le trade. Vous voyez cette vidéo tout à l'heure, incroyable. Plein de mariages, ils ont arrêté le mariage pour que les gens commentent le trade. Enfin, ça en dit long quand même sur l'impact et les gens qui, c'est pas possible, comme tu disais, Quentin, ça n'existe pas. Il a été hacké, personne n'y croyait. Vous voyez aussi les images de Kevin Durant et Bradley Beal sur les bancs des Suns, halluciné. Il dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Malheureusement, c'est vrai. Ouais, Booker, il croyait qu'on parlait d'un autre Luka quand on lui a annoncé la nouvelle. Bon, alors, donc, Nico Harrison, c'est tout simplement qu'il préférait avoir Anthony Davis que Luka Doncic. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles il voulait faire ce trade ou il voulait plus continuer avec Luka? Moi, je voudrais apporter un peu je pense que j'ai un peu moins d'émotion de Quentin et je vais essayer d'ajouter un peu d'esprit critique, ou je sais pas si c'est le bon terme, enfin en tout cas de réflexion, le pourquoi ce trade a eu lieu. Je partage la même émotion, mais j'ai essayé de me poser la question en fait, mais pourquoi il a fait ça, tu vois? Pourquoi il a fait ce trade avec Luka? Il y a quelques raisons. Il n'y en a pas que des bonnes, mais il y a quelques raisons. Et je pense qu'il y a des raisons. On va peut-être commencer par le sportif. Enfin, la raison majeure qui est donnée, et une nouvelle fois, je dis pas que c'est la bonne raison, mais une des justifications qui est donnée, c'est que en gros, ils en avaient ras-le-bol, pour dire ça gentiment, de Luka Doncic et de ce qu'ils décrivent comme non-professionnalisme, de son attitude globale, parfois à l'entraînement ou avec les coéquipiers, mais surtout globalement de son hygiène de vie qui semblerait pas compatible avec le très haut niveau. Donc c'est ce qu'ils disent en fait, effectivement. Et c'est sûr que Luka, faut voir sa transformation physique depuis son arrivée en NBA, n'a jamais été le mec le plus fit de la NBA, et on le voyait encore cette année, on l'a vu là dans les images à Los Angeles. C'est pas un mec qui est drivé par sa condition physique. Fine, ok. Néanmoins, deux trucs. Moi, ça me rend fou. C'est que, il a 25 ans. C'est-à-dire que tu as déjà abandonné sur un mec qui a 25 ans. Tu dis, bah là, il n'a pas la bonne attitude. Ça veut dire que tu penses que tu vas pas réussir à le faire changer. Il n'a pas 35 ans, il n'est pas en fin de carrière. C'est-à-dire quand même, à 25 ans, tu te dis, je vais réussir à lui mettre le bon mec, le bon mentor, pour qu'il prenne le virage physique qu'il doit prendre. Moi, ça me choque qu'ils aient déjà plus cru en lui sur cet aspect-là. Ça me paraît vraiment, ça me paraît incroyable. Après, le deuxième point, je pense que c'est le fit dans l'équipe, en se disant qu'il voulait une équipe plus défensive, en disant que la défense te permet de gagner des championnats. Bullshit de première. Enfin, je veux dire, éventuellement, dans les années 2000, aujourd'hui, la défense ne te permet pas que de gagner des championnats. Regardez toutes les équipes qui ont gagné le titre NBA, c'est pas que des équipes qui sont que drivées par de la défense. Moi, concrètement, on avait un talent générationnel. Un talent générationnel qu'on avait réussi à prendre dans l'équipe des Mavs, qui était destiné à faire toute sa carrière aux Mavs. Le talent générationnel, il traîne un peu la patte, il est un peu feignant parfois, il a un peu de surpoids. Ok, c'est vrai. Il y a du bruit qui disent Luka, il aimait bien boire un petit coup avant le match. Ils ont sorti des images dans ce sens-là. Fine, en fait. Ok, mais je préfère 1000 fois un Luka avec 5 kilos trop qu'un Dwight Powell affûté comme jamais. Hein. Donc, il y a un moment, le talent, et j'aime beaucoup Dwight Powell, hein, mais à un moment, faut pas déconner. Tu peux pas abandonner si tôt en Luka. Et puis même s'il est pas super fit, il a tellement de qualité, c'est tellement un génie du basket
je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on prenne cette décision. C'est pas comme si on sortait de putain de finale NBA, quoi. Tu vois. En plus, Enfin, c'est pas comme si effectivement on n'avait pas fait une bonne saison l'année dernière. c'est Donc ça. après, d'un droit d'être agacé, tu comprends j'aimerais pas qu'il soit arrivé à un point de non-retour a priori. Hein. Ça me choque qu'il soit arrivé à un point de non-retour. Tu vois, c'est un peu comme un divorce. Tu vois, tu te prends la gueule suffisamment et à un moment, tu atteins un point de non-retour. J'ai quand même pas l'impression qu'ils étaient arrivés à ce stade-là de point de non-retour. Je suis choqué qu'ils aient déjà, je crois que les termes utilisés par Nico Harrison, c'est on a arrêté de croire en lui. On parle de Luka Doncic, ça me paraît incroyable. Ouais. A priori, pendant cette dernière blessure, avec cette dernière blessure, là, c'était peut-être la petite goutte d'eau là qui a fait déborder le vase. Il aurait repris du poids là depuis qu'il est blessé. Ça se voit. C'était peut-être. Ouais. Ça se voit. Il n'est pas non plus. C'est là où je veux nuancer un peu. Il n'est pas exemplaire, hein, Luka. Hein. Il n'était pas exemplaire pendant les playoffs dans l'attitude défensive, pas toujours exemplaire dans l'attitude par rapport au reste de l'équipe, pas du tout exemplaire dans sa condition physique et le sérieux qu'il amène. Mais ça fait partie, comme tu disais Quentin, ça fait partie du personnage. Il est tellement génial sur d'autres aspects que pour moi, ça ne justifie aucunement d'abandonner tout ça et de dire Luka Doncic, on va le trade parce qu'il réussit pas à perdre les 5 kilos qu'on veut qu'il perde. On s'en fout. C'est ça. Et comme tu as dit, il a effectivement ses défauts, mais même avec ça, je veux dire, il avait effectivement un niveau qui était exceptionnel et qui nous a permis d'aller jusqu'à des finales NBA, de faire de multiples runs, de faire des séries de playoffs exceptionnelles. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, il a 25 ans, il peut pas corriger cela. Donc, en fait, tu disais que si tu arrivais effectivement à faire corriger cela, tu aurais pu avoir une version mais super saiyan de ce qui est déjà un des top 3 joueurs du monde. Et donc, c'est pour ça que son argument, il pue la merde. Et le pire, c'est que il nous parle d'hygiène de vie, de blessures, etc. C'est pour faire venir Anthony Davis. C'est pas pour faire venir Giannis Antetokounmpo, qui s'est quasiment jamais blessé. C'est pour faire venir Davis, faut qu'on prendra quelques minutes pour parler évidemment du joueur incroyable qu'est Anthony Davis. Je veux vraiment pas qu'on minimise là-dessus, mais on parle d'un joueur qui, de 1, est bien plus âgé, qui va avoir 32 ans dans un mois, et de 2, qui a déjà eu de nombreuses blessures à répétition. Ça va mieux depuis un an et quelques, mais quand même, c'est pas du tout une assurance en termes de santé. Donc, c'est pour ça que cet argument, il est plus que bancal de la part de Nico Harrison. Ouais, je suis d'accord. Il y a Après, quelque chose qui veut pas, il veut pas tout nous dire, ou comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il s'est fait griser par le pouvoir et qu'à un moment, il avait peut-être marre d'avoir cet employé, parce qu'au final, Lucas, c'est une sorte d'employé qui est tellement au-dessus des autres, et lui, est en mode, non, mais ça me plaît pas, et il a fait preuve de zèle, je sais pas excès de zèle. Ouais, mais c'est comme si t'étais manager d'équipe où t'as un mec surbrillant qui parfois sort des clous. Et ben, ça se manage ça de façon plus intelligente que tout faire péter. Moi, une nouvelle fois, c'est ça que je comprends pas. C'est un manque de finesse. Et puis, franchement, s'il veut que des petits soldats, ils ont tous la même personnalité, ils sont tous des grands professionnels, c'est que des petits soldats qui avancent tous droit. Anthony Davis, c'est un peu différent. Je dirais qu'Anthony Davis, c'est pas un problème d'attitude professionnelle, c'est juste qu'il est fragile. Je pense pas que ce soit un mec connu pour avoir une attitude d'aimer le barbecue texan un peu trop, ou d'aimer un peu trop la vivine comme Luka. Après, une nouvelle fois, c'est tellement radical, je pense que tu peux trouver d'autres façons. Mets-lui un mentor qui le suit chez lui tous les jours, qui surveille, paye-lui un cuistot et surveille-le dans tout ce qu'il fait. Fais ça, mais ne le traite pas, c'est tellement radical, c'est aucun sens. Alors l'autre élément de cette histoire, c'est le contrat de Luka Doncic. Nico Harrison nous dit que cet été, ça allait être compliqué, les négociations avec lui pour le faire prolonger, parce que il est censé avoir un max contrat. Alors Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui allait arriver cet été avec le contrat de Luka Doncic? Parce que ça, c'est quand même un gros élément aussi. Oui. Ouais, super max. C'est ça. En gros, en remplissant certaines conditions, on peut signer des contrats qu'on appelle supermax, c'est-à-dire que normalement, ils sont indexés en fonction du salary cap. Donc, c'est soit 20, soit 25, soit 30. Et en fait, quand on remplit certaines conditions, comme par exemple être drafté dans l'équipe et ensuite prolongé dans cette même équipe, je la fais courte, voilà. En fait, on peut augmenter ces pourcentages et donc obtenir un pourcentage qui est normalement réservé à la classe de vétérans d'au-dessus. Et Luka aurait pu être du coup éligible à signer un contrat que normalement tu as le droit qu'après 10 ans d'expérience en NBA avec 35% du cap, et ça aurait été 300, j'ai plus le montant exact, mais le plus gros montant de toute l'histoire. Mais mec, on parle d'un des 3 meilleurs joueurs du monde.
C'est logique qu'un des 3 meilleurs du monde, il ait un contrat max. C'est logique. Donc, c'est pareil, cet argument, il est mauvais dans ce sens-là. Et de deux, si vraiment, enfin, il aurait pu re-signer le Doncic au max, c'est-à-dire pour 5 ans. Et derrière, on aurait pu trader, s'il voulait vraiment se débarrasser de Luka, on aurait pu trader 5 ans de contrat de Luka Doncic, et là, ça aurait eu la plus grande valeur dans l'histoire de n'importe quel trade en NBA. Quand vous voyez comme Michael Bridges ou Rudy Gobert ont rapporté 4 first round picks, je vous laisse imaginer ce que peut donner un Luka Doncic sous contrat pendant 5 ans. Donc c'est pour ça que aussi cet argument du contrat, pour moi, c'est un argument fumeux. Mais avec ce contrat, est-ce qu'il n'a pas eu peur que ça devienne un peu comme Zion Williamson ou Joel Embiid, qui sont blessés énormément, qui ratent beaucoup de matchs? Est-ce qu'il s'est pas dit, je vais avoir les menottes avec ce contrat max? Ouais. Après, honnêtement, tu utilises deux bons exemples, mais qui sont des situations vachement plus radicales. Enfin, je veux dire, Zion Williamson, il rate pas quelques matchs. Joel Embiid, il est dans une situation relationnelle avec la fanbase et les proprios des Sixers qui est catastrophique. On n'en était pas arrivé à ce niveau-là sur Luka Doncic. Donc, à la fois en termes de participation, d'engagement dans l'équipe, à l'ensemble, là, on est dans une situation beaucoup moins radicale. Donc, c'est une nouvelle fois difficile de comprendre pourquoi une situation qui était à gérer. Hein. Moi, je suis pas, faut pas l'oublier. Hein, il est loin d'être parfait. Il y avait des trucs qu'il fallait corriger, mais c'est une nouvelle fois, t'appuies pas sur le bouton rouge juste parce qu'il y a des trucs à corriger. Tu le voyais arriver à LA là. Tu vois effectivement, mais il a des bonnes joues, Luka, il y a pas de problème. Hein. Je pense qu'il a pas mangé des haricots verts pendant 3 semaines. Là. Il a bien compris. Il est loin d'être fit. Il est loin d'être son pas de forme. Mais une nouvelle fois. C'est pas tu peux le remettre un peu dans le droit chemin. Tu peux lui mettre la pression pour qu'il atteigne des objectifs. Exactement ce qu'ils ont fait d'ailleurs New Orleans avec Zion Williamson. Il doit rester à un certain poids pour déclencher des bonus. Et ben mets des trucs comme ça si c'est ce que tu veux faire. Tu veux le mettre dans le droit chemin, ben applique des trucs comme ça. Mais abandonner un franchise player, un Hall of Famer comme ça, c'est incompréhensible. Parce que Luka Doncic, il a pu avoir quelques blessures ou quoi, mais depuis qu'il est à Dallas, toutes ces saisons, il a joué au moins 75% des matchs de chaque saison. Hein. Et d'ailleurs, il a été au NBA à chaque fois, etc. C'est la première saison où là, il y avait une blessure. Donc, moi, l'argument de ça aurait pu se transformer en joueur à blessure, etc., je l'entends pas. Parce que même si effectivement il aurait pu se blesser ou quoi, c'est tellement un talent que n'importe quelle franchise voudrait le signer, même si tu sais que des fois il peut se blesser ou quoi. Donc non, l'argument du contrat, je refuse de l'entendre. Il y a des joueurs qui peuvent être surpayés évidemment, hein, mais il y a des joueurs pour lesquels ils seront jamais surpayés. Et le Supermax, ça sera ce qu'ils veulent vraiment. Wembanyama, il méritera chaque dollar de son Supermax quand ça arrivera. Luka Doncic faisait partie de ces gens-là, comme Giannis ou Jokic en font partie. Et comme tu disais très bien, Quentin, il a 25 ans. Donc à 25 ans, ce contrat de 5 ans Supermax, de toute façon, tu t'engages pas ou tu te dis que concrètement, à 32 ans, il aura pris sa retraite. Ce qui est une vraie hypothèse. Hein. Moi, par contre, c'est un vrai truc que j'entends. Il a 25 ans. Donc en fait, on ne te demande pas de te projeter sur 12 ans. On te demande de t'en projeter au moins sur 5 ou 6. Donc ça fait pas sens en fait. Si on était, peut-être ça me rappelle les discussions sur Paul George. Est-ce que les Clippers ont bien fait de pas donner ce contrat à Paul George? A priori, la réponse est oui. Oui. Mais là, c'était compliqué. C'est risqué parce que fin de carrière, injury prone, il commence à être vieux. Là, on parle d'un mec qui a 25 ans. Donc même si on se dit qu'il va pas avoir le physique pour finir jusqu'à 40 ans, ce sera pas Robert Parrish. Et c'est pas grave en fait. Il a 25 ans. Donc déjà, tu fais déjà 50 de plus avec lui, puis tu verras après. Hein. C'est ça. On parle, cette phrase fait très mal à dire. Hein. On parle de la 3e meilleure moyenne de points marqués en NBA dans toute l'histoire. Il y a juste Wilt et Jordan devant Luka Doncic. On se rend compte de la dinguerie. On est en train de se demander ce qu'il méritait un contrat max. Non, mais Harrison nous prend vraiment pour des cons. Donc voilà. Et puis avant peut-être qu'on passe un peu sur le sportif avec les Mavs, hein, sa conférence de presse là, qui m'a fini de me confirmer que c'était vraiment un être humain très mauvais, pour rester poli encore une fois, où il arrive et commence la conférence de presse en faisant une blague de merde là, en disant tiens, j'ai jamais vu une salle aussi pleine. J'ai vu une vidéo de Bobby Carella, qui est un employé des Dallas Mavericks, hein. Donc clairement il prend des risques en faisant cette vidéo où il a dit mais t'as merdé, déjà ta blague elle est pas drôle et jamais de la vie tu dois avoir ce genre de déclaration. Et il a dit t'aurais dû dire ça.
même si tu le pensais pas, mais et là rien du tout. Il y a un manque de respect pour le joueur et du coup pour les fans aussi, hein, et qui est tellement forte. Et à côté de Jason Kidd, là, vous l'avez vu là pendant la Ouais, mais le pauvre, il a été conférence de pris en presse, on otage. dirait, je pense qu'on a tous connu ça des fois dans notre boulot où t'écoutes à côté de ton manager ou ton N+2 qui dit un truc, t'es pas du tout d'accord, mais tu peux rien dire parce que toi t'es en dessous, donc tu dis rien, tu dis oui, oui, mais en fait tu sais, donc on s'embarque dans un merdier pas possible. Il avait envie de se cacher, Jason Kidd. J'étais Ouais. embarrassé pour lui, quoi. Ouais. En plus, il a eu l'excellente idée, Nico Harrison, de commencer par dire que de toute façon, c'est lui qui décidait. Donc, en gros, Jason, j'ai décidé, tu vas exécuter maintenant, tu vas prendre ce que je t'ai donné. Il a embarqué dans une situation, comme tu disais, le meeting embarrassant avec ton boss qui comprend rien et qui dit n'importe quoi. Et t'es à côté, tu fais, ah, ok, super, je suis très content. Ouais. Et ça, face à la terre entière. Donc, fantastique. Vous en avez parlé un peu au début du podcast, mais aussi, quand on trade un joueur de ce calibre, on est censé récupérer énormément d'assets, des tours de draft, des joueurs, peut-être, bon, Anthony Davis est très fort et c'est sûr, mais on pourrait s'attendre, quand on trade Luka Doncic, à récupérer. Regardez, Rudy Gobert, combien de tours de draft on a récupéré, enfin, les Jazz ont récupéré en le tradant. Pourquoi est-ce que Nico Harrison voulait absolument Anthony Davis? Il est fan de Davis, il l'a connu quand il était jeune. C'est quoi l'idée? Il le connaît très bien, Oui. puisqu'il est chez Nike et il a eu beaucoup de relations avec Anthony Davis et il kiffe Anthony Davis. Et Anthony Davis, comme tu l'as très bien dit, Quentin, c'est un joueur extraordinaire. Hein. Donc là, pour le coup, il n'y a rien contre Anthony Davis. C'est un joueur extraordinaire qui va probablement être brillantissime chez les Mavericks. Faut juste scinder bien les choses. C'est un joueur extraordinaire. Moi, ce qui me choque plus, c'est comme tu dis, c'est le timing et le côté, tu as l'impression que c'est précipité. Tu vois, il nous disait aussi, ouais, non, mais en fait, j'avais peur qu'il nous file dans les doigts après parce que il restait plus qu'1 an de contrat là cet été et que en gros, il était préférable de récupérer quelque chose que rien récupérer. Mais ça, c'est pareil. C'est ok, Jalen Brunson, on a bien compris. Mais c'est pareil, ton argument, il est tout pété. Ça veut absolument rien dire. Tu aurais très bien pu le re-signer au contrat max si tu veux le trade après. Moi, après, il y a un moment, tu sais, tu mets de côté l'émotion. Il y a un moment, tu veux trade des joueurs. Je l'entends, en fait. Je peux l'entendre ça. Parce que tu penses que ça va aider l'équipe. Je peux entendre ça. Mais là, une nouvelle fois, Anthony Davis va beaucoup nous aider. On parlera probablement de l'équipe à court terme. Mais tu aurais moyen de récupérer beaucoup plus. 1000 fois plus. De toute façon, je pense que Nico Harrison, lui, son choix, évidemment, il est bien plus porté sur le court terme. Et de toute façon, il sait qu'au final, il tente un peu un all-in, que si ça fonctionne pas, de toute façon, il va vite dégager Dallas Mavericks. Et il l'a dit lui-même en conférence de presse, là, cet abruti, là, en disant, quand on lui a posé la question dans 10 ans, là, vous avez vu, où il dit, oula, mais dans 10 ans, mais on nous aura enterrés en parlant de lui et Jason Kidd et en rigolant. Donc, en fait, il dit à demi-mot qu'en fait, il en a rien à foutre de dans 10 ans. Pour lui, le long terme, c'est 3-4 ans. Donc, en fait, c'est Anthony Davis sur le très court terme. Je suis pas d'accord avec cet argument, mais je peux l'entendre. Et c'est le seul truc que je peux entendre, c'est que sur le court terme, on peut penser que les Dallas Mavericks sont meilleurs avec Davis. Et sur le moyen terme, déjà sur le moyen terme, c'est horrible parce qu'on a des joueurs qui sont globalement vieux. Hein. Donc Kyrie Irving a 34, Davis 32. C'est-à-dire que quand ils vont arriver en fin de contrat, j'imagine que dans l'idée, c'est que Kyrie va prolonger cet été hein, pour 2 ans, pour matcher avec le contrat de Davis. Mais c'est-à-dire que quand ils arrivent à la fin de leur contrat, ils seront tous les deux très vieux. Donc on parle d'un Kyrie de 36, 37, un Davis à 35, donc un big man. On ne pourra rien en obtenir, enfin on pourra obtenir quelque chose, mais vraiment pas grand-chose. Je rappelle que pour le long terme, nos pics de draft 2027 il part, 2029 il part, 2028, 2030 c'est des swaps qu'on va échanger au Thunder et aux Spurs. Donc sur le moyen et le long terme, ce trade est catastrophique et il aurait bien entendu pu obtenir plus de pics de draft, mais c'est pas ce qui intéresse. Lui, ce qu'il voulait, c'était soit Anthony Davis, le Max Christie en plus. Ça se trouve, il avait le choix entre un Max Christie ou peut-être un autre pic de draft. Il a dit non, moi je veux tout de suite. Bref, donc voilà, il aurait pu obtenir bien plus ailleurs, bien plus. Mais de toute façon, il a contacté qu'un seul GM, les gars. Donc c'est son idée, c'était bien juste et uniquement ça. Ouais, en fait, il a fait une équipe pour gagner soit cette année, soit l'année prochaine. Et après, on reconstruit. En gros, c'est ce que tu es en train de dire, Quentin. Mais ce que je comprends pas dans cette théorie-là, c'est que pourquoi tu te mets la pression de gagner autant à très court terme?
Je veux dire, le seul joueur qui est vraiment âgé et où là, il y aura une question de transition, c'est Kyrie Irving. Vraiment. Avant le trade. Hein. Il n'y a pas vraiment d'autres joueurs majeurs où on se dit il y a une date de péremption qui est un peu annoncée là. Alors, pourquoi tu te mets dans cette situation-là? Je comprends pas. Tu te mets encore plus dans le court terme, avec une obligation de succès absolu. Ça ne fait aucun sens. Vraiment, pour moi, ça ne fait aucun sens, cette partie-là. C'est ça. On avait une fenêtre sur le titre qui était de au moins, et je parle bien de au moins 2 ans avec, comme tu dis, une équipe très jeune autour d'un Kyrie Irving qui, pour le coup, a une hygiène de vie impeccable et je le vois bien encore très bien vieillir de 3 ans. Mais sinon, tous les joueurs autour étaient jeunes et ça nous offrait une belle fenêtre de tir d'au moins 2 ans. Et là, on est passé d'une fenêtre de titre à maximum 2 ans avec une équipe qui est, pour moi, pas meilleure, encore une fois. Donc ça fait pas sens. Allez, le seul truc que je puisse un peu comprendre, c'est peut-être dire que cette équipe-là est un meilleur match-up contre OKC avec Davis qui leur posera beaucoup plus de soucis. Mais est-ce que c'est un argument? Non, clairement pas. Enfin, on les a déjà battus OKC et ça ne justifie pas juste d'envoyer Luka et pour le coup je pense par contre que face à un Boston ça nous désavantage plus qu'autre chose. Bref, là on rentre un peu plus dans du détail. On rentre dans une configuration d'équipe qui est une configuration Cleveland là. Vraiment on rentre sur une équipe de grands. L'idée quand même c'est de faire jouer Anthony Davis au poste 4. Il n'a pas été couronné de succès Anthony Davis dans toute sa carrière au poste 4. Il est bien meilleur au poste de pivot mais il est têtu comme une mule, il veut absolument jouer au poste 4. Donc du coup on va jouer sur une équipe de grands, pourquoi pas. Je sais pas si l'équipe sera meilleure à très court terme. J'ai envie de penser en tout cas que si Anthony Davis est en pleine forme, ce qui semble être le cas, et qu'il reste en bonne santé et qu'il est capable de jouer, c'est toujours mieux que Luka blessé, c'est sûr. Quand tu es sur le terrain, c'est toujours mieux quand tu l'es pas. C'est pas très compliqué de dire ça. Après, une nouvelle fois, il s'est pas fait les croisés, il n'était pas blessé pendant 18 mois. Ok, ça traîne un peu. Oui, il a probablement pas fait les bons efforts pour revenir aussitôt qu'il aurait pu. Ça t'agace, fine, ok. Mais une nouvelle fois, c'est pas assez pour appuyer sur le bouton rouge. On a passé tout le début de saison à se dire qu'on avait besoin d'un poste 4. Et là, pour la fin de saison, on a besoin d'un meneur, les gars. Qui c'est qui va qui va créer? Qui c'est qui va créer? On a le poste 4, ça c'est sûr. mais maintenant, on a besoin de la création. C'est qui c'est qui va faire, qui va mener le ballon à part Kyrie Irving? C'est Dinwiddie. Vous savez très bien la réponse à cette question. Bon, la trade deadline n'est pas finie. Ça se trouve, on va enregistrer une nouvelle émission d'ici jeudi. Pour ce qui est de cette nouvelle équipe, pour mettre un tout petit peu de positif dans cette émission, elle est défensivement monstrueuse, par contre. Ça, il y a rien à dire. Ouais. Le 5, Lively, Davis. Moi, je mets PJ Washington dans le 5 de départ au poste 3. Hein. Avec un Kyrie en 1 et au poste 2, tu peux voir si tu mets un Clay ou si tu mets peut-être un profil plus défensif, dans tes exemples, par exemple. Défensivement, cette équipe, elle est monstrueuse. Je sais pas si je vais avoir plaisir à la regarder, comme je disais, parce que l'émotion sera peut-être plus là. Mais par contre, sportivement, ce 5 est exceptionnel. Et du coup, le souci se pose, tu l'as bien dit, Bern, sur la création. Il va nous falloir un Kyrie Irving qui soit en parfaite santé, c'est-à-dire un Kyrie Irving qui va pouvoir jouer bien 40 minutes par match, parce que les minutes sans Kyrie, oh là 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 là, vous vous souvenez de début de la saison 2022-2023, quand Luka est tout seul avec Dinwiddie, parce que Brunson vient de partir, vous vous souvenez des minutes quand Luka était sur le banc? Et ben voilà, là ça va être ça. Là, ça va être ça. Donc, il va falloir un Dante Exum de gala, celui qu'on avait dans la saison régulière dernière. Parce que Dinwiddie, sans un grand joueur à côté, j'ai vraiment pas foi là-dedans et je pense que ça va vraiment être un gros souci. Donc, on va pas encaisser beaucoup de points. Ça, c'est sûr qu'on va pas en encaisser beaucoup. Mais il va falloir qu'on arrive à les mettre. Après, pour essayer de... Je sais pas si c'est nuancé, mais en tout cas d'essayer d'expliquer, c'est sûr que là, t'équilibres en fait tes talents offensifs dans ton équipe. Je pense qu'on était quand même dans une situation où notre talent offensif était très centré sur les lignes arrières. On dit toujours, tu sais, les équipes qui gagnent le titre NBA, c'est des équipes qui sont équilibrées avec une star à l'intérieur et une star à l'extérieur. C'est sûr que là, dans cette configuration, on a une vraie star à l'intérieur et on a une vraie star à l'extérieur. Mais une nouvelle fois, ça justifie pas tout. Mais, l'équipe, je pense, sera néanmoins plus équilibrée. Très dépendante de Kyrie Irving, c'est plus que jamais. Et j'espère effectivement que Kyrie
il va continuer à rester dans sa forme olympique là. Mais ouais, on va être très dépendant de ses talents. Toutes les équipes qui ont des joueurs grands, donc plus d'un mètre, 1m95 là, qui arrivent à être très mobiles pour défendre sur Kyrie, ça va nous poser quand même des gros problèmes. L'énorme force de Lucas, c'est d'être aussi, comme LeBron, hein, c'est d'être aussi fort alors qu'il fait 2-0-3. Et donc le fait quand on avait les deux, c'était un équilibre qui était parfait à la création. Là, sur certains matchs, c'est sûr que l'adversaire va se concentrer, va orienter toute sa stratégie défensive sur les prises à deux sur Kyrie ou mettre un joueur costaud, un mec grand sur Kyrie. Ça va être compliqué parce qu'il va falloir réussir à la mettre la balle pour Anthony Davis. Donc Ouais. ouais. Et je pense aussi pour Klay Thompson qui était quand même venu à Dallas pour une situation où on servait dans les chaussons pour qu'il nous enquille à 3 points. Là, du coup, il perd une énorme force créative et du coup, Klay Thompson à la création, on a vu que c'était pas ça. Hein. Oh que non. Donc, ça va être, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour lui. Il était déjà pas brillant notre ami Klay Thompson globalement par rapport aux attentes. Je pense que cette situation va pas l'aider. Et d'ailleurs, honnêtement, si j'allais au bout de la démarche, là, quitte à vraiment à bouger beaucoup de choses, honnêtement, avec cette situation, je traderais Klay Thompson en fait. Si je peux avoir un autre asset intéressant, je le ferai parce que je pense qu'il va être très perdant dans cette situation. Il va être encore moins servi dans les chaussons comme il était au début d'année. Je sais pas, ce qui est sûr, c'est que si ça bouge, ça va être pour faire venir un profil offensif, évidemment qu'on a besoin d'un profil offensif maintenant. Donc bon, faudrait qu'il trouve en gros quelque chose qui soit plus un profil offensif que Klay, qui effectivement a pas une efficacité folle sur cette année, on est d'accord. Hein. Mais je sais pas du coup s'il va réussir à nous trouver quelque chose dans ce sens-là. J'y pense là parce qu'on parle du coup du court terme. Par rapport au moyen terme, il peut quand même se passer quelque chose de très 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 drôle. Hein, mais je pense pas que ça va arriver. Si Kyrie Irving il décide de tout envoyer chier, il peut partir dès cet été. Hein. Il a une player option, il peut totalement dire non et aller ailleurs. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec rien. Enfin, Davis sous contrat qui va dire moi je veux dégager d'ici. Et donc dans ce cas-là, Nico il partirait dès l'an prochain. Et on pourrait avoir vraiment un retour de karma exceptionnel. Et du coup, nous, les fans, on serait les plus grands lésés. Hein. Donc, j'espère pas que ça va arriver, mais c'est un scénario qui est possible. J'ai du mal à y croire quand même. Hein. J'ai du mal à imaginer que Kyrie, qui a l'air quand même très bien à Dallas globalement, pas juste avec Luka, décide de se barrer cet été. Pour aller où? Enfin, ça paraît un peu improbable, mais t'as raison. Enfin, non, ça paraît très improbable, on est d'accord. Mais là, on a tellement de... d'ailleurs, j'allais dire, on a tellement de théories fumeuses qu'il y en a une autre peut-être dont on n'a pas parlé, qui mérite peut-être qu'on y passe au moins 5 minutes par rapport à nous. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à nos nouveaux propriétaires. Vas-y. Tout ça, on va inventer peut-être un petit peu. On va essayer d'extrapoler. C'est pas des infos qui sont. Ou est-ce que t'as lu des choses, Quentin? Non, mais je vais vraiment juste présenter les choses factuelles, ce qui est aujourd'hui est pour le coup vrai. Et puis après, on parlera de ce qui est de la partie théorie. Ce qui est vrai, c'est que donc Mark Cuban a vendu une grande partie de l'équipe, donc il est toujours actionnaire à 17 ou 27%, mais en tout cas il est actionnaire minoritaire, il ne prend plus les décisions. Il a vendu l'équipe à la famille Dumont-Adelson, donc je connais pas énormément, mais c'est un couple de 2 milliardaires très 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 riches qui ont fait, il me semble, fortune dans les jeux d'argent. Ce sont 2 personnes qui pour le coup sont engagées très 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 fortement politiquement en faveur de Donald Trump et des Républicains, qui faisait partie de ses plus gros donateurs, là où d'ailleurs Mark Cuban est au contraire très démocrate. Donc on a vraiment changé énormément de vision de la franchise. On avait un mec avant qui était détesté par les autres franchises, Mark Cuban, mais pour le coup, on sait qu'il a toujours mis en avant Dallas, et notamment Luka, la fameuse phrase avec la femme, Luka et le divorce et tout. Et donc là, on a des nouveaux propriétaires qui arrivent, donc comme j'ai dit, qui ont fait fortune un peu dans les jeux à Las Vegas. Et donc, voilà, ça factuellement, c'est ce qui vient d'arriver. C'est ces gens-là qui sont pas de Dallas. Et donc là, les théories un petit peu qui viennent, c'est de dire que potentiellement, en fait, ce qui se passe, c'est que il y aurait une volonté de faire décliner la franchise pour pouvoir, en fait, solution A, la relocaliser à Las Vegas, ou solution B, si ça ne venait pas à fonctionner, en fait, lui redonner un nouveau souffle en créant un nouveau complexe, donc c'est-à-dire une nouvelle salle qui comporterait un casino à l'extérieur de la ville, etc. Donc voilà, tout ça c'est la partie évidemment théorie, il n'y a aucune preuve là-dessus.
Mais quand tu vois l'énorme balle dans le pied qu'a tiré Nico Harrison sur le moyen terme et le long terme de la franchise Dallas Mavericks, je peux comprendre que certaines personnes se disent qu'en fait, derrière ce move, c'est peut-être les propriétaires qui sont derrière ça. Et alors, si en plus on rajoute le fait que la NBA récupère Luka Doncic, the face of the NBA, aux Los Angeles Lakers, et ben là, on peut extrapoler, devenir fou dans cette théorie. Bref, je dis pas que j'y crois, je voulais juste en parler parce que pour le coup, c'est quand même, ça nous fait regretter Mark Cuban qui aurait jamais laissé passer ça, quoi. Oui, juste pour rajouter 2 trucs à ce que tu décris, Quentin, la citation, tu fais allusion à ça, de Mark Cuban, c'est on lui a posé une fois la question, si vous deviez choisir entre votre femme ou Luka Doncic, qui choisiriez-vous? Il a répondu qu'il se retrouvait le lendemain avec l'avocat face à sa femme. Donc il avait développé une relation c'est pas père-fils, mais en tout cas d'amour, en tout cas sans limite pour Luka Doncic, et il y a pas mal de commentaires qui disent d'ailleurs qu'il lui passait beaucoup de choses en fait, qu'il lui passait un peu ses petits écarts parce que il était conscient du génie et il disait ouais bon c'est pas très grave par rapport à tout ce qu'il peut apporter, voilà. Enfin, il avait l'intelligence de nuancer un peu les excès, pas toujours malin de Luka, mais il avait cette intelligence là quoi. Après là pour compléter ce que tu décris Quentin, là ce qui est pas une théorie, quand il y a eu la vente, du coup, quand Mark Cuban a vendu ses parts, un des trucs très clés, et là, c'est pas la théorie, ils l'ont dit dès la prise de fonction, leur objectif, c'était aussi de créer une nouvelle salle qui soit adossée à des casinos. C'est vraiment pas du monde, là, il a dit explicitement, c'est son objectif. Parce que, vu ils sont tout à fait dans ce business des jeux d'argent, ils savent très bien la masse d'argent qui peut être faite, du coup, en adossant le basket à un casino. Donc après, la question, sachant que les casinos sont interdits au Texas, donc il fallait changer les législations, d'où le rapprochement des partis politiques au pouvoir au Texas. Notamment, c'est ça. Et en gros, l'idée, c'était de dire... C'était de dire en fait on va pas changer la salle d'une équipe aussi qui marche aussi bien que les Mavericks, ils viennent d'aller en finale, ils ont Luka Doncic, etc. Alors que si ton équipe là elle devient pourrie, que plus personne s'y intéresse, parce que si Luka part, que dans 2 ans on n'a plus Kyrie et AD, je peux vous dire qu'on va racler les fonds de la conférence Ouest pendant 3-4 ans, et ben là tu peux avancer l'argument, on va relancer la ville, on va redynamiser tout ça par le biais de notre nouvelle salle, etc. Donc c'est un peu de là que vient la théorie, s'ils n'arrivent pas à délocaliser à Las Vegas, ce qui me semble vraiment très 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 gros, qui pourrait passer là-dessus. Par rapport à Mark Cuban, là juste l'info est sortie là il y a quelques heures sur le fait que Chandler Parsons lui a envoyé un SMS. Chandler Parsons qui a un podcast où il parlait de cette situation, qui a envoyé un SMS à Mark Cuban en disant je suis I'm so confused, je comprends rien, et Mark Cuban lui a juste répondu nous sommes 2. Voilà. Donc il a l'air de pas non plus être au courant de tout ce qui s'est passé, ça m'étonne pas. Et bon, j'attends aussi une réaction de dire que Nowitzki, pour l'instant, il a juste mis un emoji très 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 étonné, je comprends. On verra ce qu'il en dit. Ça me fera encore plus, je pense savoir ce qu'il pense, mais ça me fera encore plus mal, je pense, quand j'entendrai ce qu'il a à dire là-dessus. On rappelle qu'on a une statue où il y a écrit que la loyauté ne disparaît jamais devant notre salle. Oui, alors là, ça s'appelle piétiner les idéaux, ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Ça s'appelle piétiner les idéaux. Donc, notre ami Nico Harrison, il a une vision différente du basket, comme tu l'as dit. Lui, il veut gagner, donc fine. Mais je pense pas que c'est la bonne façon de le faire. Et 2, question de la loyauté, il y en a pas là. Il n'y a plus de loyauté. Ouais. En tout cas, les Lakers, ils avaient des perspectives à moyen terme ou même à court terme qui n'étaient pas fameuses. Et là, tout d'un coup, on leur offre sur un plateau les 5 prochaines années de leur franchise. Donc, alors, on félicite le JM des Lakers, mais il a rien fait a priori. Lui, ça lui a été salué sur un plateau d'argent. Bon, on va pas parler forcément des Lakers, mais juste moi sur le court terme, j'y crois zéro à cet effectif avec Luka, LeBron et l'absence défensive autour, parce que c'était vraiment AD leur ancre défensive. Il était très 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 fort là-dedans. Je pense vraiment que ça va pas être bon du tout cette année. Par contre, effectivement, ils peuvent reconstruire dans les années à venir très très sereinement, ça y a pas de souci. Et de notre ouais. Vas-y, non, juste une petite note, apporter un peu de sourire un peu à ceux qui nous écoutent là. Les clins d'œil de l'histoire. Luka Doncic,
va retrouver notre dodo Finney-Smith qui était aux Lakers. C'est incroyable. Avec Maxi Kleber. Et Christian Wood aussi. Il va être content de retrouver Christian Wood. C'était les meilleurs copains du monde. En parlant de discipline, d'ailleurs, Christian Wood, c'est un sacré joueur discipliné. Avec beaucoup il retrouve DJ Redick aussi d'ailleurs là-bas. Ouais. On n'a pas eu, là on s'était vraiment centré sur Luka, donc on n'a pas parlé de Kleber et quand même on a énormément de souvenirs, bonnes choses qui sont passées avec lui. On en parlera plus tard. Markieff Morris n'a pas grand-chose à dire. Et pareil, Max Christie, c'est très intéressant comme arrivé, mais on en parlera aussi plus tard. Là, on voulait vraiment parler du trade à proprement parler. Sachez que pareil, ça vient de sortir. Nous verrons peut-être Anthony Davis et Max Christie dès demain. Leur statut vient de sortir. Ils sont listés questionable face aux Philadelphia Sixers. Ok, les gars, je crois qu'on a fait le tour sur la question. On va en reparler, je suis sûr, pendant les podcasts à venir. Mais là, on va refermer celui-ci. Et puis, on parlera un peu plus de sportif la prochaine fois. Vous allez le regarder le match? Tu vas le regarder, Quentin, le match qui arrive là? Contre qui? Je sais même pas. Les Sixers. Les Sixers. Si Davis et Christie sont out, non, je regarderai pas. Je regarderai quand même les premiers matchs de Davis, évidemment. Et puis en fait, je vais juste voir très honnêtement ce que je ressens en regardant les matchs, très, très honnêtement. Et si ça m'apporte pas plus que ça, ça passera sur du replay, chose que je déteste faire, mais bon, je vais pas me lever toutes les nuits si l'envie n'est pas là, quoi. Donc ça, on verra bien comment ça évolue. Et je pense, je l'ai vu sur Twitter, hein, on est beaucoup dans cette situation. Même moi, en étant sur la bonne time zone, là, j'avoue que ça m'excite beaucoup moins de regarder le match contre Philly. Hein. Il va falloir quelques jours pour digérer tout ça. Alors, vous notez qu'on n'a pas parlé une seule seconde et on a très bien fait du match de dimanche. Oui. Merci les gars pour cette émission, chers auditeurs. Nous on continue, hein. Luka ou pas, on va continuer jusqu'à la fin de la saison. Alors abonnez-vous, envoyez-nous des likes, envoyez-nous des commentaires. Dites-nous si vous allez rester fan des Dallas Mavericks ou si vous allez devenir fan des Lakers. Dites-le nous. En tout cas, nous on reste à Dallas. On va se focaliser avec les Mavericks jusqu'à la fin de la saison. Merci pour l'émission. À très bientôt.